Je vais vous lire cette lettre. Lettre d'un inconnu. Cette lettre, c'est celle qu'adresse ingénument à Roland Barthes, un lycéen de province, dans la France des années 70. Il vient d'une famille des classes moyennes et n'a pas l'usage de la littérature. Elle s'est découverte à lui, comme par accident, quelques années plus tôt, telle une immense perspective qui apparaîtrait au détour d'un chemin. Sa culture, il l'a abordée par le biais de l'image, d'une imagerie surréaliste et dissonante qui lui a permis d'entrer par la bande dans un univers intimidant, à la limite de l'interdit. Lautréamont, Crevel, Dali, Léris, ceux-là surtout, quels artistes plus aptes à répondre en même temps au désir de révolte, au romantisme inquiet de l'adolescence. Il fait preuve d'un appétit féroce, brûle la littérature par les deux bouts, parcourt en tous sens ce territoire nouveau et fascinant. Il doit vite reconnaître qu'il est comme naturellement attiré par les marges, la beauté du bizarre, les maniéristes et les baroques, tout ce que l'école laisse pour compte. Les mots de symbolisme et de décadentisme, l'écriture chargée d'un Huysmans, la pyrotechnie désabusée d'un Laforgue exercent sur lui un attrait puissant. C'est le contraire même de ce que doit apprécier Roland Barthes. Il est arrivé, sans trop y croire, dans une de ces classes dites préparatoires, dont il ne regardera jamais qu'avec suspicion le culte d'une émulation forcenée, l'excellence proclamée et le sentiment d'appartenance. Pour l'heure, et dans ce lycée de province, l'admission dans ces classes représente avant tout une façon d'éviter l'ordinaire et de bénéficier d'un enseignement plus attentif que celui de la faculté. Personne n'a réussi le concours depuis des années et l'hypothèque de l'épreuve finale est levée dès le début. Il ne s'agit au fond que de l'occasion rêvée de nouvelles explorations et de découvertes infinies, avec en lointain point de mire un emploi tranquille et plus ou moins assuré, façon de serrer la file, d'enseigner à enseignant. Les classes de littérature sont alors en proie à une féroce querelle des anciens et des modernes. Elles sont agitées par le débat autour de ce que l'on nomme la nouvelle critique, les professeurs se divisant en traditionnalistes indignés et en une poignée d'esprits ouverts, passionnés parfois, qui se proposent de faire la part des choses. C'est par l'un d'eux que notre ingénu entend pour la première fois prononcer le nom de Roland Barthes, se voit présenter les grandes lignes d'un débat qui, a priori, ne lui dit rien, et c'est sur ses conseils qu'il emprunte à la bibliothèque Critique et Vérité, parue 4 ou 5 ans plus tôt. Il me semble juste et nécessaire de citer ici, dans un lieu si évidemment symbolique, le nom de François Rastier, parce qu'il fut de façon exemplaire l'un de ces professeurs admirables, serviteurs de la chose publique, que nous avons tous connus, qui s'effacent derrière leur travail et changent pourtant le cours de tant de vies. Parce qu'il fut aussi un remarquable intercesseur, un maître de lecture, comme à sa manière et si subtilement Roland Barthes. Qu'est-ce qui a pu rendre la lecture de cette opuscule confondante, pousser notre lycéen à lire ensuite avec méthode et passion tout ce qu'avait publié un auteur inconnu quelques semaines plus tôt et réputé difficile, avant de lui envoyer une lettre d'admiration éperdue et naïve, à laquelle ce dernier répondit avec son indulgence coutumière, inaugurant leur amitié. Ce serait avant tout, et paradoxalement, pour cet opuscule polémique, sa pondération, pour dévoyer un terme de Balthazar Gracian, celui d'une mesure musicale, le ton d'une voix, cette voix qu'il n'entendrait que bien plus tard et sur laquelle on a tant écrit. C'est aussi le mordant de certaines attaques, en même temps qu'une évidente générosité, cette façon si neuve alors d'affirmer la pluralité des lectures, de modaliser perpétuellement le propos, cette pensée qui semble se développer, se déployer naturellement par paliers ou gradations au fil de l'écriture, ce que marque la succession, pourtant supposée incorrecte, des deux points à l'intérieur d'une même phrase. À l'opposé de la caricature qu'en feront certains, c'est à un extraordinaire sentiment de liberté
que donne corps la découverte par notre lecteur de cette nouvelle approche, de ce style. Dans Critique et vérité, c'est pourtant moins le premier mot qui occupe alors si violemment l'attention qui le retient, que le second et toutes ses implications au sens propre, à savoir la mise en cause d'un sens canonique, le refus de ce qui ferait l'unité, dessinerait le fil ininterrompu d'une histoire littéraire, l'interrogation sur la notion d'auteur, la pluralité des méthodes et des registres. Les puissances, en un mot, du discontinu, le discontinu comme valeur, la conviction de ce que, je cite, « tout savoir, comme l'écrit Nietzsche dans le livre du philosophe, naît de la séparation, de la délimitation, de la restriction. Qu'il n'y a, je cite encore, aucun savoir absolu d'un tout. » Principe au refus de principe qui trouve une application aussi bien formelle et esthétique dans l'écriture même du livre, dans ce qu'il préfigure des futurs textes de Barthes, que psychologique, avec la critique de l'intériorité, d'une maîtrise subjective, d'une croyance dans une vérité humaine universelle, ou encore historique, le rejet de l'illusion d'un dévoilement progressif du sens dans le temps. Sans oublier, d'évidence, l'inlassable dénonciation de ce que cache la naturalité supposée des signes, cette manière si singulière de démonter la construction de la chose littéraire ou sociale, dont les mythologies avaient donné l'éblouissante démonstration. Et encore, cette conviction affirmée par Barthes dès 1977, que toute théorie est fiction, cette façon de se tenir sur le fil, à la limite des genres, ou dans celui mixte, intermédiaire de l'essai, dont je persiste à penser qu'en dépit de l'exemple inaugural de Montaigne, il n'a pas dans notre culture la place qui devrait être la sienne. Ces idées ont depuis fait leur chemin, on les a assimilées, on a eu beau jeu de les déformer. Barthes lui-même a eu le temps d'en faire le constat et de tracer, je cite, la courbe folle de cette évolution dans un fragment du Roland Barthes par lui-même. Je cite encore, « RP, professeur de Sorbonne, me prenait en son temps pour un imposteur. TD, lui, me prend pour un professeur de Sorbonne. » La conséquence en est qu'on ne se représente plus guère aujourd'hui la violence des débats autour de ces propositions et de ce qu'elles pouvaient avoir de saisissant, de vif, de stimulant pour un lecteur. Mais ce qui signe l'enracinement d'une pensée dans un moment en marque-t-il pour autant l'éloignement ? On ne saurait dénier, je crois, que le temps présent n'est plus à la mise en crise des valeurs admises et qu'à l'opposé de ce que pouvait imaginer notre naïf lycéen, nous avons vu se réimposer sous différents alibis nombre des thèmes émotifs contre lesquels s'est construite l'œuvre de Barthes. Je ne peux m'empêcher de penser, je l'avoue, qu'en dépit de l'ampleur réconfortante qu'a pris ce centenaire, je l'imagine se voyant lui-même aujourd'hui, s'il était là, comme profondément inactuel. RP me prenait en son temps pour un imposteur. Je reviens sur ce mot qui sonne si étrangement à un moment où le moi, un moi sans faille, réduit la plupart du temps à sa seule portée, à son seul tracé sociologique, triomphe et rayonne sous toutes ses formes, de la culture noble à la culture populaire. Le souci, l'incessante interrogation sur sa place, sur les limites de la pensée et du discours, les pièges du langage, l'illusion sur soi, qui furent, comme l'on sait, constants chez Barthes, se sont éloignés, me semble-t-il, d'un imaginaire de société qui fait de la démonstration de puissance, de la plate assertion de soi, un tranquille postulat. On peut sans doute rattacher cette obsession qu'avait Barthes, celle de l'imposture, de la légitimité de son discours, à un autre motif récurrent chez lui, celui de l'exclusion ou de la non-appartenance, dont la conséquence est, comme il l'écrit, d'être toujours renvoyé à la place du témoin dont le discours ne peut être, on le sait, que soumis à des codes de détachement, ou narratifs, ou explicatifs, ou contestataires, ou ironiques. Jamais lyrique, jamais homogène au pathos, en dehors duquel il doit chercher sa place. On peut aussi la renvoyer psychologiquement, sociologiquement,
à une histoire familiale qu'a si bien retracée Tiphaine Samoyau, et à ce constat que Barthes dressait lui-même. Je n'avais pas de milieu lorsque j'étais adolescent, dans la mesure où j'étais attaché uniquement à ma mère, mon seul foyer. Et n'ayant pas de véritable milieu social, je faisais l'expérience d'une certaine solitude. Toutes ces explications sont possibles, légitimes, mécanistes, partielles, illusoires et vraies à la fois. Elles n'offrent qu'un éclat de la vérité. De ce que d'aucuns ont pu en tout cas considérer comme sa faiblesse, je ferai pour ma part, à l'inverse, sa plus précieuse leçon, celle qu'obliquement, légèrement, j'ai retirée de sa lecture et de sa proximité, celle par laquelle il aura pu, avec sa discrétion coutumière, m'autoriser, et que je persiste à considérer comme un principe, sinon une règle de vie, fût-elle éternellement ou actuellement minoritaire.